c'est que je vous dise, bon, j'ai fait un mois Toggle, donc Alpha Imo, la page Instagram, elle n'existe plus. Les podcasts, on les fait, mais par contre, il y aura plus d'Insta de DGI ni quoi que ce soit. On s'occupera plus de rien, plus de mastermind, et puis voilà. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann et nous avons une fois de plus un invité. Un invité. Qui s'appelle Joris. Joris. ne pensez pas que Joris est timide. Non, mais on a peut-être un tout petit peu de décalage, je sais pas. Ça peut arriver parfois. Bon, c'est pas impossible. Joris, bienvenue sur ce podcast public, écouté par des millions de gens. Podcast public, on refait à chaque fois un petit peu la genèse de comment t'en es arrivé là. Après, tu nous expliqueras ton parcours. La personne qui nous gère l'Insta des gentlemen, puisque concrètement, je crois qu'on ne sait pas le faire, en tout cas vraiment pas comme elle. Et on la remercie pour les nombreuses publications de toute beauté qu'elle nous fait. Donc, je pense que les gens l'ont compris. C'est plus nous derrière le contenu de Insta DGI. C'est donc Hello. Donc, big up à Hello. Et elle a eu la très bonne idée de faire une story en mettant si vous avez des parcours inspirants et que vous avez envie de passer dans le podcast, faites-nous signe, et tu as répondu à l'appel. Et du coup, elle nous a dit, il faut interviewer Joris. Donc j'espère qu'elle ne s'est pas plantée. J'espère aussi. Tu mets la pression du départ, tout ça. Histoire de te mettre la presse. A priori, tu écoutes le podcast DGI depuis peut-être un petit moment ou pas, je sais pas. Depuis un petit moment, ouais. Depuis très longtemps. Donc, ouais. Et passé aussi un petit peu chez les copains, je crois. Exactement, Thibaut 2 fois, Bye Bye Patron, et puis Paco aussi récemment. Ouais. Voilà. Et donc, de ce qu'on a compris, tu as un parcours qui est relativement inspirant, et donc on peut le partager aujourd'hui à notre communauté. On va te laisser te présenter, Joris, nous dire à peu près, même précisément ce que tu fais, ou alors le survoler, comme tu veux. Et puis après, ça va générer forcément des questions. Et puis voilà, quoi. On part pour 1h05, chill, tranquille. Vas-y, Joris. Allez, avec plaisir. Déjà, merci pour l'accueil à tous les deux, et puis à Hello de m'avoir proposé. Rapidement, comme ça, après on pourra rentrer dans certains sujets. Joris Crozine, j'ai 35 ans, je suis toulousain, du coup. À la base, ingénieur chimiste. Et derrière, j'ai travaillé au Brésil, au Nigeria et en Égypte sur des projets pétroliers. Donc, je gérais un peu la partie finance des projets pétroliers. T'as fait quoi comme école ? J'ai fait l'NCA7, Chimie Toulouse. Ok. Parce que je suis ingénieur en génie physique. Et t'as fait quoi, toi, comme école ? La discussion d'ingénieur. C'est quoi, toi ? J'ai fait l'INSA de Lyon, moi. Stylé. Ah non, voilà. Mais j'ai des copains qui étaient partis à l'IFP, si je dis pas de bêtises. Ouais, IFP School, du coup à Paris, école pétrole et moteur. Ouais, voilà, attends, c'est ça. Là, Joris, refais-toi ton blast d'école, parce que son blast d'école, lui, c'est Gen 6-7. NCA7. Putain, franchement, ça fait un peu NCIS, ça fait un peu américain, c'est plus stylé que moi. Il y a quelque chose. J'étais pas loin de l'INSA Rouen, du coup, mais j'ai préféré Chimie Toulouse. Trop bien. Ok. Donc du coup, chimiste, j'ai après passé dans les projets pétroliers, qui m'a permis rapidement. Parce que une école d'ingé et t'as fini, tu t'occupais de la partie finance. Ouais. Donc ça n'a rien à voir en fait. En fait, en dernière année, pour pas m'enfermer dans un parcours génie des procédés chimiques, donc un peu labo ou industrie, j'ai fait une option de gestion de projet. En fait, la dernière année. Et c'est ce qui m'a permis après derrière de pouvoir soit trouver un boulot côté génie des procédés, donc vraiment usine, procédés chimiques, ou gestion de projet, là, qui peut toucher à tout. Et donc, premier job, moi je dis, je lève la main, je veux bosser, et puis on verra après, une fois qu'on est dans l'entreprise, ce qu'on fait.
Et première boîte, Saipem, donc une boîte italienne, qui s'occupe de construire des plateformes, de poser des pipelines en mer, etc., me recrute pour aider à gérer les finances d'un premier projet. Et puis, quelques mois plus tard, il m'envoie au Brésil pour une mission de 3 mois qui se termine en 3 ans, du coup. Et après, au Nigeria pendant 1 an. Et après, je faisais des missions en mer en Égypte, où j'étais le relais de la France, entre guillemets, des bureaux à Paris. Sur place, sur le bateau, je gérais 80 personnes à peu près sur le bateau. Incroyable. Ah, tu vois. Incroyable. Alors, du coup, si on lit entre les lignes, mais je pense que c'est facile, à cette période, t'investissais à cette période ou pas encore? Non. Pas du tout. C'était tu devrais vraiment, coffrer, par contre, comme un gros saké. Parce que là, tu devais prendre des salaires. C'est quoi le niveau de revenu là? C'est du 25 000 balles? Tu sais que j'ai re-regardé du coup derrière en me disant tiens, à l'époque je gagnais pas mal et tout, mais comme j'étais premier boulot et que c'est le truc où tu sais pas trop ton salaire et que tu te fais un peu avoir par les grosses boîtes, quand j'étais en expat au Brésil, je devais être à 3000, 3005 le mois, qui était pas trop déconnant, mais par contre c'était l'argent de poche. Sur place j'étais logé, j'étais nourri, c'était l'argent de poche. Ah oui, mais quand je dis 25 000 balles, on en est très très loin donc. Non, mais c'était premier taf aussi au début. Tu sais pas trop te vendre, quoi. Ok. C'est ça. Donc ça, c'était au Brésil. Et après, t'as su... Ouais, après au Nigeria, je devais être à 5 000 mois au Nigeria. Moi, je suis resté 9 mois sur place. Et pareil, c'était l'argent de poche. Parce qu'après, sur place, on avait de l'argent pour vivre et on était logés, nourris. Ok, mais je pensais que entre le background universitaire et tout, je pensais que c'était beaucoup plus. Mais ok. Quand tu es en mer, après vraiment ceux qui sont offshore tout le temps, etc., t'es plus dans les 10, 15 000 avec 5 ans d'expérience. Là, j'avais 1 an d'expérience. Enfin, j'étais le bébé de 22 ans qui sort d'école et qui a envoyé un expat mais par à contre, moindre frais. Expérience même humaine de fou, quoi. De malade. Aujourd'hui, je garde encore des contacts avec mes collègues brésiliens. C'est devenu des potes. Et puis, tu es dans un pays dans lequel tu peux vivre concrètement. Et donc, je vivais comme si j'habitais sur place, quoi. Trop cool. Ok. Donc, ça, tu le fais pendant combien de temps, en fait, au total? Je fais de 2013 à 2017, à peu près 2018. Ok. 2018, tu t'arrêtes, tu reviens en France ou qu'est-ce qui se passe? Je reviens en France en 2018 et j'avais 20-25 000 euros de côté puisque à l'époque tu claques aussi un petit peu sur place. Normal, ouais. Et c'est là où je me dis j'ai cet argent de côté, qu'est-ce que j'en fais? Concrètement, c'était sur un livret A qui devait être à 1% ou je sais plus. Et donc je rentre en France et là j'ai mon père, moi la chance de passer dans l'immobilier, c'est que mon père avait fait des premiers achats immobiliers il y a 15 ans, 20 ans, un peu à l'ancienne, où il achetait un appartement, il retapait un peu lui-même, puis mettait en loc, et puis dans 15-20 ans ça lui faisait une retraite. Donc je lui dis écoute, tu sais, t'as l'air de savoir faire, moi j'ai un peu d'argent de côté, on se met ensemble, et puis toi tu gères un peu l'opérationnel parce qu'il était sur Toulouse, moi je revenais m'installer sur Paris. Donc on a commencé en 2018 à se dire vas-y go, on envoie des projets et on a mis 9 mois à trouver le premier projet. Donc on cherchait région toulousaine puisque moi je savais qu'à un moment donné j'allais redescendre sur Toulouse. Qu'est-ce qui faisait que Joris là, qu'est-ce qui faisait que t'étais toi rattaché à Paris? Du coup je revenais dans les bureaux à Paris. Je restais pour la même boîte. Ok. Tu bossais toujours. Je bossais toujours. Ouais. Je bossais toujours. Donc j'étais passé un salaire à 4005 à peu près sur place avec l'évolution des grades, etc. Je m'occupais de projets maintenant entre 600 millions et 3 milliards de gestion financière et gestion planning des projets. Et donc du coup c'était hyper intéressant. Tu es avec des personnes qui sont hyper smart, les directeurs de projets très très smart, ça va très vite. Et donc là on commence à investir dans l'immobilier. Ça te plaisait, le retour métropole n'a pas été trop difficile? Très très difficile. Et en fait quand j'ai commencé ou quand on a commencé à voir que ça fonctionnait un petit peu l'immobilier avec mon père, c'est là que je me suis dit en fait je reste en France, j'arrête l'expatriation pendant quelques temps, 2 ans, 3 ans, le temps de me laisser le temps de vraiment investir dans l'immo, parce que quand on est à l'étranger, un expat, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est sûr. Vraiment investir, accélérer, et puis dans 2-3 ans,
je me suis dit à peu près, j'allais avoir à peu près l'équivalent de la moitié de mon salaire en revenu, on va dire cash flow, passif. Et donc me dire, pendant 6 mois, je peux voyager où je veux, et pendant 6 mois, je reviens bosser en mode consulting pour des boîtes en France. Ok. Donc ça c'était ton envie. C'était l'envie en l'été 2018, quand je me suis dit, tiens, mon père fait ça, vas-y, go, on démarre ensemble. Ok. Et là, vous achetez, donc au bout de 9 mois, vous trouvez un premier bien. Ouais, premier bien. Quel type de bien? Un appart? Un lot de 2 studios. 2 petits studios qui est en rez-de-chaussée dans un immeuble qui doit faire 4 ou 5 lots. Trop cool. Et donc voilà, on trouve un petit truc à moitié qui avait été squatté, à moitié un petit peu pourri. Mais les 2 studios, on les achète pour 24 000 euros. Les deux? Les 2. Ok. Les 2 à Perpignan, proche de la nouvelle fac qui vient de s'installer ou qui allait s'installer quelques mois plus tard. Donc voilà, on rénove tout, pas mal de petites galères, devis travaux sous-estimés, plein de petites... Donc tu dis on rénove, mais c'est pas vous qui rénovez? Non, vous faites rénover. On fait rénover, ouais. Complètement fait rénover, étant complètement à distance, on trouve une équipe sur place qui rénove. Ça nous finit dans les un peu moins de 50 000 les deux studios. Et on les loue maintenant on les loue 700 et quelques, enfin 700 chacun, enfin 700 les deux, 750. Mais à la base, on louait 320 chacun. Ouais, donc c'est propre. Hein. Ok, cool. Et là, ma question, c'est, tu vois, la mouche qui te pique pour faire ça, c'est un peu comme ça nous est arrivé à beaucoup, tu tapes sur Internet, tu commences à voir qu'il y a des gens qui font de l'immobilier. Ça a été comme ça, ton premier pied là-dedans ou il y a son papa. Il y a eu mon papa, qui du coup était déjà là-dedans, donc tiens, j'ai la trésor de côté, j'en fais quoi? Il fait l'immobilier, il y a peut-être besoin un peu de trésorerie. Et donc là-dessus. Et le deuxième qui m'a vraiment mis un déclic, c'est que quand je suis rentré en France dans la première boîte italienne à laquelle je bossais, donc tous les ans je montais de grade, d'échelon parce que je bossais pas mal et puis assez reconnu. Et en 2018, septembre 2018, ils m'ont dit écoute, là ça va être compliqué parce qu'en fait tu es trop jeune pour monter de grade. Et donc là j'ai eu un deuxième déclic qui m'a dit ok, maintenant je bosse pour moi et je mets on va dire tout ce que je peux de mon côté pour accélérer sur les projets IMO. Donc là tu te retrouves à faire le métier que tu faisais déjà mais pour toi. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est un hack qu'on a su utiliser et mettre en œuvre dans plein de gérants investir chez vous. C'est-à-dire des gens qui avaient une compétence hyper définie, qui travaillaient pour quelqu'un alors que en fait, ils pouvaient le faire en direct en tant que consultant. Donc ça, c'est très malin. C'est très malin et je suppose que ça t'a fait aussi augmenter tes revenus, puisque le faire pour toi, tu as pu facturer plus que ce qui te revenait 3 000, 5 000 balles. Mais tu m'arrêtes si je dis une connerie. Hein. Non, alors du coup, je suis resté dans la même boîte. J'ai démissionné, je suis passé dans une boîte concurrente française. Et je suis resté salarié, sauf que là, la différence, c'est que... Et ouais, j'étais salarié. Sauf que là, la différence, c'est que du coup, plutôt que bosser 60 heures, 70 heures semaine, quand t'es cadre, de toute façon, t'es pas à l'heure. De dire je bosse mes 40 heures semaine qui sont marquées sur mon contrat, je fais le taf qui m'est demandé. Par contre, le reste du temps, le matin, entre midi et 2 ou un peu le soir, je me focus sur l'immobilier pour vraiment me dire pendant 2-3 ans, je fais focus de l'immo. Ok, donc c'est moi qui n'ai rien compris. J'ai cru en fait, si tu veux, que ton poste d'ingénieur, tu t'étais mis à ton compte et que tu vendais tes compétences à la même ou une autre boîte. Mais non, tu es resté salarié. Ça aurait été l'objectif à 2-3 ans. Ok. Si je me disais, voilà, j'ai de l'IMO qui me permet de stabiliser la moitié de mon salaire, je voyage et je facture. Ok. Et donc là, tu achètes ces 2 premiers studios, donc rapidement, 9 mois, c'est pas fou. Il y en a qui font des enfants, toi tu achètes 2 studios en 9 mois. Et tu récidives tout de suite ou... À partir du moment où on a eu ce déclic, ça a été vraiment notre façon de chercher les biens, d'analyser à distance et de pouvoir être réactif, parce qu'étant à distance et dans un secteur, dans un marché en 2019 où dès qu'il y a un truc qui était intéressant, ça partait tout de suite. En changeant ça, on a fait derrière 4 immeubles en 6 mois. Du coup. Voilà. Ok, donc là, déclic. Là, tu as passé la seconde là, avec ton père. Tu pars, les deux studios, vous achetez, vous étiez structuré comment? SARL de famille, SCI à l'IS, qu'est-ce que vous avez monté? Ouais, SARL de famille. Ah ouais? Ok, bon. Ouais, SARL de famille pour garder l'avantage du nom propre avec l'abattement sur la durée de détention.
et de la poche LMNP, puisque moi, j'avais pas de bien en nom propre, en meublé. Ok, donc SARL de famille, et vas-y Tony. J'allais dire, vous empruntez combien pour les 4 immeubles? Ça représente quoi? On doit être à peu près à 150 000 par immeuble, entre 150 000 et 200 000, donc on monte à 800, entre 800 et 900 000 là, sur la première année. Ouais, en 6 mois, c'est joli. Beau gosse. Ouais. Et donc là, même chose, récidive, travaux, mise en loc, exploité comment? Alors, la plupart, en fait, les 2 premiers immeubles, c'était juste rafraîchissement. Et donc, hop, on était à côté de la fac aussi avec les 2 studios. Donc, on met en loc, c'est quasiment des studios des T2. Donc, location classique, meublée. Étudiant au début, maintenant, c'est du jeunes actifs qui est à l'intérieur. Les 2 autres immeubles avaient beaucoup plus de travaux. Il fallait vraiment retaper tous les apparts. Donc, on a eu pour 6 mois de travaux, plus Covid, etc. au milieu. Ouais. Et aujourd'hui, tous ces immeubles-là, enfin tous ces premiers biens-là sont exploités en location meublée à l'année. Ok, d'accord. Pour l'instant, t'as rien revendu, tu l'as encore tout ce parc-là? On a revendu le 4e immeuble, enfin le dernier immeuble de l'année. On l'a revendu, ça c'est un projet que j'ai acheté moi en perso. En gros, tout sauf celui-ci, c'était la SRL de famille. Et le dernier, comme il y avait déjà des locataires en location nue sur 2 des 4 apparts, on ne pouvait pas le prendre en SR de famille puisqu'il faut absolument que tout soit en meublé. Et donc, on l'a je l'ai pris en perso. Et au bout de 2 ans, je l'ai revendu parce que une fois que tout était rénové, le locataire mis en place, il y a des personnes qui étaient intéressées pour l'acheter en mode clé en main à la renta. Donc, du coup, j'ai saisi l'opportunité pour le revendre. Et là-dessus, tu as fait une plus-value intéressante ou... À peu près 100 000. Putain, c'est magnifique. Sur un achat, un coût de revient à 200. Je l'ai revendu, 200, 220, je l'ai revendu 320. Juste parce que c'était du clé en main, que 2021, il y a plein de personnes qui voulaient de la renta, voulaient du clé en main. Et donc, tout était rénové, propre et loué. Donc, en fait, là, go. Ok. Magnifique. Ouais, franchement, parcours. Je suppose qu'il y a eu des soucis, comme tout le temps. Il y a toujours des soucis, locataires, travaux. Ouais. D'ailleurs, c'est peut-être un truc. Si on dit, j'allais dire, c'est peut-être un truc qu'on dit pas assez souvent, mais après le foncer en visite et après le passage à l'action, il faut aussi bien dire que, mais si on dit, entrepreneur, quel que soit, que ce soit dans l'immobilier, dans les bananes, dans peu importe quoi, tous les jours, il y a un truc qui tombe. Tous les jours, vous avez une emmerde à gérer. Et c'est vrai je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que, alors notamment l'immobilier, que c'est un truc qui se fait tout seul, qu'il y a absolument plus rien à faire, qu'ils ont trouvé la fontaine de jouvence, la machine à cash, et qu'il n'y aura plus rien à faire. C'est absolument faux. Voilà. Ouais, c'est du boulot comme tout. Hein. Bien sûr. Souvent, les gens sont concentrés sur l'acquisition, mais en fait, derrière, après, tu tapes 10 ans d'exploitation, enfin 5 ans, 7 ans d'exploitation. Exactement. Ok. Après, est-ce que tu renchaînes, Joris, ou... Après, donc là, c'était jusqu'à 2020, un peu fin des travaux. Et 2021, 2022, 2021, on refait un appart qu'on voulait, nous, avoir un peu en pied-à-terre sur Perpignan. Donc, c'était pas mal d'immeubles sur Perpignan. Pied-à-terre pour pouvoir venir gérer les biens de temps en temps, etc. Qu'on loue en courte durée, du coup, en parallèle. Trop cool. Et ensuite, on a refait derrière 3 immeubles sur 2022, fin 2021, début 2022. Donc, un qui était un peu un immeuble qui faisait 600 mètres carrés, où coût de revient 650 000. À peu près 7 000 euros de loyer aujourd'hui pour 2005 de crédit. Magnifique. Et ce projet-là, c'était mon projet qui était mon projet un peu déclic. C'était l'été 2021 où je me suis dit, si celui-là il passe, derrière, je peux entre guillemets commencer à lever le pied sur mon taf, puisque tous ceux d'avant, plus celui-ci qui était vraiment un très gros projet en termes de cash flow net, on va dire, allait me permettre de pouvoir me dire, là, je peux lever le pied sur le taf. J'ai ces projets-là qui tournent et qui me font, on va dire, du revenu passif. En termes de lot, ça donnait quoi à ce moment-là? Tu en avais combien? 35. On est monté à 35 sur 2000, on va dire de mai 2019 à mai 2022. Parce qu'après, j'ai refait un appartement en région parisienne, en perso, et un immeuble sur la commune de Vierzon, puisque c'était une opportunité.
Éric Larchevêque allait commencer à mettre son école numérique. La gare, il y avait l'extension de la gare. Enfin, il y avait pas mal de projets un peu comme ça que je regarde. Et donc, une opportunité, j'ai pris cet immeuble. Alors, typiquement, comment t'as su que l'archevêque allait aller là-bas, sachant que t'es pas de Vierzon, tu vois? Non, pas du tout. Ça, c'est un bon tips. Comment tu t'informes de ce qui va arriver dans des régions qui n'est pas la tienne? Tu as eu l'opportunité aussi. Ouais, en fait, moi, je me suis spécialisé dans l'analyse de marché. Donc, l'analyse de marché, ce qu'on va appeler microéconomique, donc vraiment secteur par secteur et voir le potentiel d'évolution d'un secteur par rapport à celui d'à côté. Donc, Perpignan, on avait visé ça aussi parce qu'on savait que ça prenait la tournure de Béziers avec 5 ans de retard, que Béziers avait explosé entre 2017 et 2022. Et donc, du coup, on a misé là-dessus avec du coup, le bon résultat. Et Vierzon, en fait, c'est un peu les mêmes schémas, c'est-à-dire que souvent les villes qui explosent, entre guillemets, c'est de l'école, des étudiants, des transports et des commerces. Et en fait, si tu regardes finalement, du coup, sur Vierzon, Éric Larchevêque est originaire de Vierzon. Ouais. Xavier Niel commençait à étendre son école 42, etc. Éric Larchevêque commençait à parler que potentiellement il allait faire lui aussi une école numérique. Donc, je pense que voilà, Vierzon allait être. Vierzon avait déjà commencé à doubler les quais de la gare, donc pour accueillir beaucoup plus de monde. On est à 1h30, 1h45 de Paris en train, donc pas très loin. Et voilà. Donc, et après, moi je regarde beaucoup ce qu'on appelle les OPAH, donc les projets de la mairie de développement urbain, et qui permet de dire, en fait, moi je regarde si la mairie met de l'argent, si des institutions publiques, privées mettre de l'argent. C'est un peu comme quand on fait du commercial et qu'on regarde où se met McDo, où se met Burger King. En fait, on copie juste où on s'imprègne Bien sûr, des études de marché. Et donc, j'ai combiné les deux, plus l'opportunité qui est arrivée finalement rapidement, avant que je quitte mon job, parce que l'idée, c'est de profiter du dernier, on va dire, bulletin de paye pour lever de la dette à ce moment-là. Et ça s'est fait et Banco, assez rapidement. Ça l'a fait. Ok. Ouais. Attends, j'avais une question, Yann. Est-ce que tu penses que ton job d'ingénieur et justement de gérer ces projets-là t'a aidé pour avoir cette approche-là, justement? Ouais. Ça m'a aidé dans 2 points. L'analyse de marché plus tard, mais en premier, c'était vraiment la prise de décision rapide, basée sur des chiffres, sur l'investissement immobilier. Ce qui a mis qu'on a mis 9 mois à trouver le premier, c'est parce qu'à l'époque, on hésitait, on n'était pas sûr, on allait visiter, puis en fait, le temps qu'on hésite, quelqu'un d'autre s'était positionné dessus. Par contre, dès que je me suis fait un petit fichier Excel assez rapide en me disant j'ai besoin de 3-4 chiffres pour valider mon projet, l'analyse de prix de revient, prix de marché, renta, etc. Et de me dire, en fait, si les chiffres sont OK, 80-90% du projet va être OK derrière. Ça nous a aidé à faire ces 5 immeubles, en fait, finalement, ces 5 projets en 2019. Et après, derrière, comme tout mon boulot était de faire de l'analyse de chiffres, de data, je me suis rappuyé dessus aussi pour les analyses de marché. Sachant que toi, tu as la particularité de pratiquement acheter un peu, jamais au même endroit. Enfin, pas jamais, mais tu as acheté, tu vivais à Paris, tu as acheté à Perpignan, puis à Vierzon. Est-ce que tu t'es fait suivre par ta banque traditionnelle qui était près de Toulouse, ou alors la banque de Paris, ou la banque de ton papa, ou alors est-ce que vous avez choisi à chaque fois une banque à l'endroit où vous investissiez? Alors, sur les premiers à Perpignan, c'était la banque de mon père qui était en région toulousaine, et ma banque historique aussi. Et à l'époque, c'est plus trop comparable par rapport à aujourd'hui, 2019 à 2021, tu claquais des doigts, la banque c'était 25 ans, 3 ans différés, pas d'apport, etc. Presque à chaque fois j'appelais la banquière, mais là qu'on a enchaîné les 5 projets. Oui, monsieur Crosil, comme d'habitude, 25 ans, 3 ans différés, pas d'apport. Donc en fait, ça a enchaîné. Au bout du 5e, c'est un peu galéré parce que il y avait des projets qui n'étaient pas encore loués, qu'on n'avait pas encore capitalisé non plus dessus. Mais après, 2020, 2021, un peu Covid, on a levé un peu le pied. Et après, donc tout ce qui était quasiment Perpignan, c'est la même banque de région toulousaine qu'on avait. Par contre, Vierzon et mon appartement en région parisienne, là, c'est des banques en local sur place, puisque déjà on était en 2022, donc commençait à avoir cette recentralisation, on va dire, des banques. Donc, je suis allé démarcher des banques en local. Ok. Et donc là, tu exploites en courte durée et en meublé aujourd'hui? Alors, on est à 90% location meublée classique à l'année. Okay.
Pourquoi? Parce que moi, j'ai un côté de combien ça me rapporte par rapport à combien de temps j'y passe. Et l'IMO, je le vois vraiment comme une stabilité financière, du récurrent, mais de pas y passer 10 heures par semaine à devoir gérer, etc. On a quelques biens, on doit avoir 3-4 biens en courte durée. Là où en fait tout est automatisé, on a un prestataire ménage, etc. sur Perpignan, elle a une maison au Barcarès. Mais l'idée c'est que comme ça on a 90% qui est stable. Honnêtement, on a des locataires, ça fait 5 ans qu'ils sont là, d'autres 2-3 ans. Donc on essaie un peu de mixer, mais de se dire je préfère avoir un locataire qui va rester 3 ans et qui m'embête pas, parce que là on arrive à 76 lots du coup aujourd'hui 76 achetés, il doit nous rester une quarantaine en gestion log, en cours, puisqu'on gère tout nous-mêmes. Et donc nous on a vraiment, quand je dis nous, c'est mes parents, mon père et moi, une vision de se dire plus le locataire reste longtemps, mieux c'est pour nous. Que je comprenne bien, Joris, tu en as acheté 76 en tout et tu en as encore 40 actuellement, c'est ça? Ouais, exactement. Il y a une partie, c'est du marchand, plus récent, mais voilà, exactement. Ok. Et tu t'aides, donc c'est pas en gestion, vous le gérez vous? Ouais, sauf Vierzon, parce que j'y suis jamais et que j'ai pas réussi à trouver quelqu'un de sérieux sur place, donc j'ai trouvé un bon prestataire, on va dire agence sur place. Ok. Et tu t'aides d'un truc comme Calimo dont on a pu non, promouvoir. Parce que alors mon gars, moi j'en ai j'ai entendu votre podcast là. Et je peux t'assurer que si tu découvres Calimo, si tu gères en direct et que tu découvres Calimo, tes 20 minutes d'avant se transforment en 5. C'est baisé. C'est ce qu'il faut que je regarde, parce qu'on est en train de faire, nous, via la boîte d'accompagnement que j'ai, de faire des partenariats, et donc on est en cours de discussion avec l'équipe de Calimo. Là, la difficulté que j'ai aujourd'hui de passer sur des logiciels comme Rentila, comme Calimo, etc. C'est qu'il faut tout reprendre. C'est ça. C'est qu'il faut tout mettre dessus. Mais tout est géré. Nous, on a Notion, en fait. En fait, moi, j'ai tout automatisé. J'envoie jamais les quittances de loyer parce que de toute façon, tant que le locataire le demande pas, il n'y a pas besoin de quittance. J'ai un fichier Excel qui me les génère automatiquement pour l'expert comptable. Et en fait, moi, ça me prend 5 minutes tous les mois de prendre mon relevé de compte bancaire, de mettre dans quel cas c'est, 10 minutes de plus, il y a une déclaration Visal, update de Visal. Mais ça, tu l'auras même plus, Joris. C'est ça. Mais ouais, donc ça me prend 15 minutes, mais au moins on l'a direct. Moi, où je vois le meilleur, vraiment le meilleur truc, c'est les états des lieux. Oh, les états des lieux avec Calimo, c'est pépite. C'est le mec qui te dit je veux un état des lieux. Oh, ok, t'y vas, mais les mains dans les poches. T'ouvres le Mac, tu cliques. Ah, là il y a une trace, tu cliques. Envoyé par mail, le gars il l'a à l'instant. C'est jouissif. Ouais. Moi, je fais attention aux certificats de signature. Oui, parce que par exemple, les baux qu'on signe avec Rentier, etc., ne sont pas valables juridiquement. Donc, par exemple, Visal, ça passe pas chez Visal. Tu peux soit le faire signer de manière électronique, ou en papier après, soit lui envoyer, et il a une signature comme il veut, soit l'imprimer, lui donner, il n'y a aucun problème. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le temps que tu passes à faire un état des lieux d'entrée, de sortie et la rédaction d'un bail... Ah ouais, et alors comment tu fais? Non, c'est là. Par contre, on a un prestataire sur place. Ah non, on se déplace jamais. Ah oui, d'accord. Sur les biens immobiliers. Okay. En fait, on a quelqu'un sur place. On a 2 personnes. Nous, c'est notre process de gestion. C'est-à-dire que nous, on s'occupe juste de mettre l'annonce en ligne avant et de sélectionner les dossiers. On a des vidéos de chaque appartement, comme ça, au moins, quand la personne va sur la visite, elle sait déjà qu'elle veut. Et après, on transfère juste le contact. On a une personne sur place qui nous fait tous les ménages des parties communes, des immeubles, etc. Et en fait, qui nous fait les visites, qui signe le bail, qui fait les états des lieux d'entrée et de sortie. Okay. Et si jamais il y a une petite dégradation, elle est en contact avec un peu l'homme à tout faire sur place, qui met un coup de peinture, etc. Mais ça, on arrive à le faire parce qu'aujourd'hui, on a une trentaine de lots sur Perpignan au même endroit. Et donc, on peut, on va dire, centraliser cette gestion avec un prestataire indépendant. Et alors, une fois que tu es arrivé au climax de ça, là, tu as parlé du marchand. Donc, le marchand, c'est très récent ou tu as déjà fait l'accompagnement? Dans quel sens Alors, dans le sens où, tu vois, septembre 2021, on arrive à acheter cet immeuble qui me fait un peu mon déclic psychologique. Ok, c'est bon, je peux quitter mon job. Derrière, je refais du coup un appartement en région parisienne et l'immeuble de Vierzon pour dire je lève le maximum de dettes que je peux en perso, parce que j'avais quasiment rien en perso à ce moment-là. Et en début 2022, c'est là où je me dis ok, c'est bon, je peux poser ma dème, partir. Et en parallèle, c'est là où du coup j'habitais à Paris,
beaucoup d'apéros, d'événements IMO, etc. Et je commence à rencontrer des investisseurs qui étaient un peu le moi d'il y a 5 ans, qui commençaient un peu les invests, enfin il y a 3-4 ans. Et qui galéraient un petit peu à investir, qui avaient fait des fois des formations, pas de formation, etc. Et donc je me suis dit, je suis sûr que si je les prends sous mon aile pendant 6 mois, en retransmettant ce que j'ai appris, un peu avec ma méthode de travail, que j'avais créée un peu avec mes expériences, il n'y a pas de raison, parce qu'ils avaient des bonnes situations, une bonne motivation, de la dispo. Et donc j'ai fait un premier groupe de 15, donc j'ai démarré en mars-avril 2022. Et sur les 15, il y en a 13 qui ont investi. Donc là, je commençais un petit peu ça début 2022, plus mon poste de salarié, plus l'IMO, etc. T'avais ça en tête avant ou ça a été un peu l'opportunité Ouais, ça a été les rencontres. En Ouais, fait, moi de base, j'ai toujours été prof, coach. Enfin, j'ai entraîné une équipe de foot. Quand j'étais en école d'ingénieur, du coup, je donnais des cours pour des lycéens. Quand j'étais salarié, c'est moi qui formais toutes les nouvelles personnes qui rentraient dans la boîte sur les logiciels, les process, etc. Donc j'ai toujours eu ce côté de retransmettre un petit peu l'expérience et de voir évoluer en fait les personnes. Bien sûr. Et en fait, c'est venu par discussion, par rencontre, où je voyais qu'il y avait un besoin auquel moi je pouvais répondre, qui me plaisait. Et je me suis dit, je tente, et puis de toute façon, j'ai rien à perdre de le tenter. Donc là, accompagnement sur 6 mois par contre. Hein. Ouais, sur 6 mois, exactement, sur 6 mois, avec à la fois un bilan stratégique au départ pour vraiment chaque personne, on définit qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Ma méthode de travail avec ses analyses, ses fichiers, ses outils un petit peu pour cadrer les recherches et pas partir dans tous les sens. Et le côté accompagnement, parce que on le sait, hein, je pense que vous savez, les personnes qui ont besoin un peu d'être rassurées, d'avoir une approbation ou même d'avoir un coup de pied au cul pour avancer aussi. Et là, Joris, donc tu en as pris 15 tout seul. Il n'y a que toi qui coachais là. Ouais, il n'y a que moi qui coachais. Ça a dû bien t'occuper là pendant 6 mois. En fait, c'est à ce moment-là où, au bout d'1 ou 2 mois, en fait, je me suis dit, ok, je vais exploser concrètement. Je vais exploser. Et c'est là où j'ai du coup quitté mon job à ce moment-là. Okay. Donc c'était un peu ma fin de mission parce que comme j'étais du coup sur des projets, là j'étais sur un projet avec la Russie, mais en plus on commence à avoir la guerre en Ukraine, donc le projet commençait un peu à s'arrêter. Donc du coup, ça m'a fait un peu cette transition fluide entre le projet se termine, je quitte finalement ce salariat-là, dans l'objectif de me dire j'ai pas de pression financière parce que j'ai l'immobilier locatif qui tourne. Là, ça te générait quoi justement? On était, à l'époque, on devait être à peu près, je devais être à 3000 de cash flow par mois à peu près pour ma part à moi. Ok. On donc était 6 000. à 35 biens. Ouais, à peu près 6000. Sur la boîte, quoi. 6000 sur la boîte. Et ça, tu vois, c'est très important aussi. Donc là, 6000, avec combien de lots? On était sur 35 lots. 35 lots, 6000 balles. Une fois que tu avais. Là, tu me parles 6000, une fois que tu as déduit les foncières. Ouais, j'ai tout déduit, etc. Et donc, là, pour tous les doux rêveurs qui pensent que. Alors, pour le coup, là, il n'y avait pas de LCD. Il y avait une LCD, exact. Voilà. Mais pour tous les doux rêveurs qui pensent qu'ils vont pondre un IDR de 4 lots, qui vont le louer en nu ou en meublé et qui vont faire 2000 balles par mois, vous comprenez bien que, Kevin, les calculs sont pas bons. Enfin, non, mais c'est la vérité. Maintenant, tu transformes tous ces lots en machine à cash avec de la LCD, avec la gestion d'emmerde qui va aller avec. On ne peut pas tout avoir. Tu vas faire un x3. Mais par contre, écoutez bien, ce quand nous on dit, il y a des gens qui percutent pas. Mais là, 35 lots, 6000 c'est magnifique. Hein, mais par contre, 35 lots, je suis jamais monté à 35, je m'arrête à 28 pour l'instant. J'ai fait 26. Ça demande quand même un effort, quoi. Donc c'est bien de le rappeler. Et l'accompagnement sur 6 mois, Joris, c'était la valeur, pas la valeur de l'accompagnement, mais combien tu vendais ça? Je crois que je devais vendre 2007 hors taxe. 2007 en auto. Sur 6 mois? Sur 6 mois. C'est un viol? Et ouais, à l'époque, de toute façon, l'idée c'était de dire c'était de commencer aussi. Ouais. Je teste. En fait, c'était me dire, je teste, je vois si ça me plaît. Et j'avais cette vision, je pense, avec le recul, me dire, je préfère prendre 15 personnes à 2007 que 5 à 5000. Parce que c'était le but de prendre de l'expérience et de comprendre dans l'évolution des personnes. Okay. Moi, ce qui m'a intéressé, finalement, sur ces 15, c'est pas les 13 qui ont investi, c'est les 2 qui n'ont pas réussi.
et comprendre pourquoi. Okay. Il y en a un, j'aurais pas dû le sélectionner, un deuxième qui a eu changement pro-perso. Mais du coup, c'était intéressant de s'appuyer sur ça pour après, derrière, faire évoluer l'offre, etc., qui a après rapidement augmenté. Mais l'idée, je préférais ne pas galérer. Tu vois, j'ai levé le doigt, j'ai eu 10 appels, enfin 15 appels. Okay. Et... Au contraire, quand les gens m'appelaient, je dis, t'as besoin de quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? J'ai de l'expérience. Tu veux du coaching individuel, du collectif, tu veux du financement, tu veux... Voilà. Donc j'ai co-construit un petit peu cet accompagnement avec ces premières personnes. Okay. Ça me fait dire deux réflexions, mais c'est vrai que la première, tu vois, 2007, sur la moindre négo pour acheter le bien, en fait, le gars, il récupère le prix de son accompagnement 2 fois, 3 fois, quoi. Donc ça vaut le coup de se faire aussi accompagner. J'avais une question plus perso. Au moment où tu as fait le switch, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent, tu as quand même un diplôme, c'est ingénieur, c'est valorisant, tu es dans un métier, tu gagnes bien ta vie, tu as un statut social. Le jour où tu tournes le dos à ça pour, entre guillemets, je caricature, devenir coach sur Internet, dans ta tête, comment ça se passe, ton entourage, comment ils le vivent? Je pense que mes parents ont flippé, mais me l'ont pas dit. Après, pour moi, c'était un test. Je me suis dit, en fait, j'aurais pu essayer de le faire en parallèle parce que c'était un side project, etc. Mais je me suis dit, si je tente pas l'expérience à fond, je risque d'avoir des regrets de ne pas l'avoir tenté. Et donc, en fait, je me suis dit, comme tu dis, j'avais 2012-2022, donc 10 ans d'expérience en tant qu'ingénieur. J'avais un diplôme d'ingé. Même si je faisais c'était un peu mon année sabbatique. Je pars 1 an, et au bout d'1 an, exactement. Si vraiment je vois que ça me plaît pas, parce qu'en fait, peut-être que ça me plaît pas, que en fait, après, ok, les 15 premiers c'est facile, mais les 15 d'après, etc. Que finalement ça me convient pas, je sais qu'en fait, je pourrais très facilement retrouver un job, mais au moins j'aurais pas eu de regret de me dire, je l'ai pas essayé. Mais merci de le partager parce que tu vois, on a plein de gens qui osent pas et à chaque fois on leur dit avec Yann, mais au pire, tu reprends un taf, c'est pas dramatique. Si ça t'a pas plu ou que ça a pas fonctionné, tu reprends un taf, tu fais 1 an, 2 ans de plus, le temps de muscler ton jeu, puis après tu recommences ou tu changes de projet. Mais au moins tu vas vraiment chercher tes réponses, quoi, et voir si ça te plaît ou pas. C'est exactement ça, et faire vraiment se dire, j'avais du locatif qui tournait un peu en fond, de le tenter une première fois. J'avais de l'épargne de côté. Enfin, tu fais tes calculs en fait de quoi j'ai besoin finalement pour 1 an pour vivre. Est-ce que je me mets pas dans le rouge? Non. Et du coup, en fait, ce qui a permis d'aller aussi vite, c'est que j'avais aucune pression financière de faire ça, parce que comme j'avais déjà le locatif, j'avais de l'épargne de côté sur d'autres projets, puis je continuais. Et là, je commençais un peu le marchand. On va y passer aussi. Du coup, aucune de mes décisions n'était drivée par l'argent sur le développement de la boîte. Elle était vraiment drivée par me dire qu'est-ce que je peux apporter, comment je peux m'améliorer à chaque groupe que je construisais, et c'est ce qui a permis d'aller aussi vite. Et là, tu n'avais aucun élastique comme femme, enfant, tout ça? Ou si, en plus? Si, j'étais en couple. Ok. Mais pas d'enfant, donc possibilité, on va dire, flex de bosser un peu. Enfin, tu as ce côté-là aussi, tu peux bosser les week-ends si tu as envie de bosser les week-ends, partir un mardi si tu as envie de partir un mardi. Ok. Donc par contre, t'étais certainement en couple avec quelqu'un qui comprenait ce que tu faisais et qui te poussait peut-être à le faire? Pas forcément, qui me mettait pas les bâtons dans les roues. Pareil, tu vois, pour les parents aussi, tu vois, on bossait. On en parle au présent ou au passé? De cette jeune femme. Ah oui, non, au présent aussi. Okay. Mais du coup, c'est, tu vois, sur l'entourage proche, ma petite sœur, mes parents, etc. C'est des personnes qui avaient vu l'évolution dans l'IMO, qui, peut-être que quand j'ai quitté le job, se dit, attends, tu sais, c'est un peu l'ancienne génération aussi, tu pars sur un truc qui est stable, qui est fixe, etc. Mais très rapidement, en fait, ça a fonctionné. Et on a continué aussi de faire des projets immobiliers à côté qui renforçaient ce côté passif. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, on est 2025, donc 3 ans plus tard, ils ont vu l'impact. Et au moment où je quittais mon job, mon père se mettait à mi-temps. Ok. Donc parce que ton papa travaillait. Il peut travailler toujours. Qu'est-ce qu'il fait, ton papa? Il est responsable logistique chez Casto. Okay. Donc il a le côté très, on va dire, très manuel, très opérationnel. Donc on est bien complémentaires là-dessus.
Et donc voilà, mais il a la cam en direct en plus quand il manque un truc là. Alors il sait entre guillemets les promos qui vont arriver, donc ça peut être cool sur les pas mal, hein. Tu vois, sur les grosses commandes quand tu rénoves un immeuble complet, etc. Il sait quels produits ont des retours SAV clients négatifs parce que ça tient pas, etc. Donc ça c'est cool aussi sur les produits. Et il n'est pas devenu expert du tombage de camion, non? Non. Hop, oups, détournement de Toulouse à Perpignan. Mais voilà, donc j'ai pas été freiné, au contraire, ils m'ont pas mal soutenu. Moi, après maintenant c'est un peu moi qui avais drivé les boîtes IMO. Au début c'était mes parents qui avaient l'expérience et qui drivaient. Puis petit à petit avec les stratégies fiscales, juridiques et l'optimisation un peu de tout le patrimoine, c'est moi qui avais pris un peu le relais dans driver sur la direction des acquisitions. Et ils m'ont fait confiance là-dessus et puis ça a fonctionné. Ok. Putain. Et alors après, tu te propulses dans le marchand. Ouais. Donc, en fait, le marchand, j'en fais encore aujourd'hui, mais ce que j'appelle le marchand de flemmard. C'est le marchand par opportunité. En fait, dans tout ce que je fais, c'est combien vaut mon temps et qu'est-ce que je peux gagner par rapport au temps que j'y passe. À savoir que moi, j'ai une façon de travailler où je me focus sur une seule chose, un seul développement à la fois, pour éviter d'exploser ou finalement au bout de 2 ans, 3 ans de rien faire. Pour moi, c'est le fonctionnement de 3 ans. Première année, c'est la mise en place, le setup, etc. Deuxième année, c'est le scaling, donc la croissance. Et troisième année, c'est la structuration. Et à la troisième année de structuration, tu sors de l'opérationnel pour dire tout ce que j'ai mis en place pendant 3 ans commence à tourner contre 20% de mon temps, contre 2 jours semaine. Donc l'immobilier locatif, c'est ce qui avait été fait en 3 ans à peu près avec la croissance. Et petit à petit, on crée les process, on recrutait les personnes sur place qui s'occupent des états des lieux, des baux. Et du coup, quand j'ai commencé à développer la boîte d'accompagnement Meraxia, je me suis dit pareil, je quitte mon job exprès pour ça aussi. Donc je fais focus pendant 2-3 ans de l'amener, de la faire grandir et de petit à petit sortir de l'opérationnel. Mais en parallèle, j'avais des opérations de marchand qui m'étaient apportées par mon réseau. Donc je n'ai jamais fait de vraies recherches d'opérations de marchand en disant je veux chercher des biens, etc. pour du marchand parce que je n'avais pas le temps et je voulais pas prendre le temps et l'énergie pour le faire à cette époque-là. Par contre, aujourd'hui, avec le réseau que j'avais créé pour mes investissements locatifs, avec l'expertise, je prends l'exemple de Perpignan, même si c'est une ville dans laquelle j'ai jamais vécu, tu me montres la façade d'un immeuble, je sais exactement où il est, dans quelle rue il est, combien ça se loue, combien ça se vend, s'il y a des gitans à côté, s'il y a des problèmes à côté, des dealers, etc. Donc du coup, aujourd'hui, en fait, j'ai un réseau qui m'apporte des projets, principalement des immeubles. Je suis simple, je prends des gros immeubles et je mets en copropriété. Pas de découpe, pas de division, etc. C'est vraiment juste de la mise en copro et je revends des petits lots. J'achète des gros volumes et en dessous du marché parce que ça m'a apporté, parce que je fais des bonnes négociations et je revends des petits produits à moins de 100 000 derrière qui sont eux aussi un petit peu en dessous du marché pour les acquéreurs. Donc tout le monde trouve son compte. Donc voilà, je fais principalement ça, ou une maison, tu vois, un agent IMO qui me dit tiens, tu fais du marchand, je t'amène cette maison-là, tu fais 10 000 euros de peinture et tu le vends 50 000 de plus. Donc voilà, ça a été des petites opportunités comme ça et j'en suis au 6e projet, je pense, c'est en super. 2 ans à peu près. Hop, on interrompt ton podcast juste une seconde. Pour n'importe laquelle de tes sociétés, on a un vrai bon plan pour ta banque pro. Avec Revolut Business, tu ouvres un compte pro en 10 minutes. T'as ta carte bancaire et pour 10 € par mois, t'as un truc qui marche vraiment. Quand on voit ce que coûtent les banques pro en France pour un service quasi nul, franchement, arrête de te prendre la tête. Le gros plus, c'est la liberté. Tu peux faire des virements instantanés, même le dimanche, dans toutes les devises. Euro, dollar, livre sterling, franc suisse. Tu joues le taux de change facilement quand tu payes tes factures à l'étranger et ça nous a changé la vie pour les voyages. Et surtout, fini les blocages absurdes. L'authentification par selfie permet d'utiliser ton argent comme tu veux. Tu veux payer un fournisseur, même le dimanche ? Tu veux transférer sur une plateforme crypto, ou bourse directe, ou investir en ETF ? Tu le fais à tout moment. Tu reprends la souveraineté sur ton argent. Tu as aussi un conseiller dédié au téléphone si tu as besoin et on te le dit clairement, garde ta banque tradie pour tes financements, mais sinon, arrête les frais. Un compte Revolut Business, c'est juste le top pour opérer au meilleur prix au quotidien. Et si tu veux tester et nous soutenir, passe par notre lien de parrainage en description. C'est un pré-partenariat avec Revolut. Si on arrive à faire 15 parrainages par mois, on passe à l'étape du dessus avec eux. Alors vraiment, on compte sur toi. On l'utilise depuis des années, on adore. Merci vraiment à tous ceux qui vont au bout de la procédure. C'est vraiment important, vous allez être ravis du produit. Et ça nous aide à faire grandir le podcast et la chaîne YouTube. Merci à tous, et puis on te laisse avec ton épisode.
Et là, tu as monté une boîte de marchand? Ouais, complètement. Boîte de marchand, je suis associé avec mon père à l'intérieur. Et en fonction, tu vois, lui va plutôt gérer la partie travaux s'il y a besoin et opérationnel. Et moi, je gère toute la partie acquisition. Ok. C'est bien. Trop bien. Et ouais, vas-y. J'allais te poser une question sur ton accompagnement. Comment ça marche et comment tu structures les prestations? Tu vas jusqu'où quoi, pour aider les gens? Alors, aujourd'hui, du coup, j'imagine, oui. parce qu'on a pas mal évolué. Aujourd'hui, le principe de base reste le même. Le besoin des personnes, c'est d'avoir une sorte d'audit, un bilan stratégique initial pour être sûr que les projets qu'on va leur faire rechercher sont alignés avec leurs capacités financières, mais aussi psychologiques. Quelqu'un qui peut lever 1 million, mais qui a une aversion au risque, qui a jamais fait d'immobilier, etc., je n'irai pas le faire partir sur un immeuble à 400 000. Au contraire, on va démarrer doucement et puis monter crescendo. L'idée, c'est une vision vraiment moyen-long terme de l'investissement, 3-5 ans, et pas une vision très court terme et le faire exploser. Donc, audit stratégique au départ. Ensuite, la méthode de travail, que là, j'ai transformé sous format vidéo, parce qu'au bout d'un moment, je l'ai répété à chaque fois en visio. Donc, je l'ai transformé format plateforme vidéo avec les outils. Moi, j'ai une méthode qu'on appelle un peu méthode d'entonnoir, c'est-à-dire que on va vraiment utiliser son temps et son énergie là où ça vaut le coup. Donc, je prends l'exemple, en fait, on fait très peu de visites. En médian, on est à 1 visite pour un bien acheté dans les gens qu'on accompagne. Ah oui. Pourquoi? Parce que, en fait, je leur dis que si tu visites, tu as déjà tout analysé en amont. Et que la visite ne sert qu'à valider ce que l'agent IMO t'a dit, et notamment sur les immeubles, la partie travaux aussi. Donc là, tu viens avec un expert travaux parce que tout seul, entre guillemets, c'est pas non plus ton expertise. Donc on a vraiment cette méthode, un process de travail qui fait qu'en général, ils vont beaucoup utiliser leur temps à distance depuis l'ordinateur avec les analyses, les fichiers Excel et les outils. Et après, derrière, sur le terrain, minimiser parce que quand on fait les allers-retours, etc., finalement, c'est ça qui nous prend le plus de temps et d'énergie. Et des fois, on n'est pas assez réactif et donc le bien, il nous passe sous le nez. Donc, on a vraiment focus sur la partie acquisition. Après, la partie opérationnelle, travaux, financement, etc., ça découle un petit peu tout seul derrière parce qu'une fois que le bien il est trouvé, on est obligé d'avancer. Donc, cette partie méthode. Et après, à la fin, accompagnement. Donc, on a un mix avec des coachings collectifs, du suivi individuel en visio, du suivi individuel par une messagerie qui ressemble à WhatsApp, où chaque élève qui nous rejoint a un coach attitré. Nous, on a fait le focus de se mettre dans le sens où c'est pas l'élève qui va poser des questions au coach, c'est le coach qui va demander à l'élève où il en est. Et du coup, ça évite d'avoir des personnes qui, au bout d'un mois, perdent un peu de motivation ou sont sur d'autres trucs à droite à gauche et en fait, n'avancent pas du tout. On a vraiment ce rôle de coach, de rassurer, de donner l'expertise, de donner un coup de pied au cul, mais surtout d'être, on va dire, responsable de l'évolution dans le temps des élèves. Donc, on est toujours sur un format de 6 mois et maintenant 12 mois aussi. Ok. Et ça m'amène une autre question. Est-ce que tu n'as pas trop pâti Est-ce que finalement, tu l'as plus ou moins lancé presque au pire moment, la boîte d'accompagnement, avec les taux IMO qui sont remontés, le marché qui s'est cassé un petit peu la figure. Ouais. Comment tu as géré ça? En fait, nous, pour te dire qui nous rejoint, ce sont toutes les personnes qui ont suivi d'autres formations et qui soit ne sont pas passées à l'action, soit on fait 1-2 projets et après restent bloqués. Moi, j'ai une approche, entre guillemets, où je ne parle pas du tout de cash flow. Parce qu'aujourd'hui, avec des taux à 3,5 et des emprunts sur 20 ans, comme le disait Yann tout à l'heure, encore plus aujourd'hui, si tu ne vas pas faire de la courte durée extrême, entre guillemets, sur du court terme, tu ne dégages pas de cash flow. Nous, on est plutôt dans une vision de 3-5 ans, où au bout de 3-5 ans, tu pourras utiliser ta clause de modularité de prêt pour rallonger ta durée de prêt. Donc, du coup, tu baisses ta mensualité. Donc, en fait, finalement, tes 200 € de cash flow, ils se transforment en 400 €. Plus, je pense que d'ici à 3-5 ans, les taux, à un moment donné, vont passer dans les 2,5, tu vois, vont venir un peu rebaisser. Ouais. Exactement. Donc, à ce moment-là, renégocier un petit peu. Mais déjà, par ces 2 facteurs qui sont, en fait, tu fais rien sur ton projet, hein, c'est juste 2 renégociations à ce moment-là. Tu améliores ton cash flow dans 5 ans. Parce que souvent, les gens qui nous contactent, ils veulent pas quitter leur job demain matin. Mais dans peut-être 3-5 ans, ils veulent avoir des revenus complémentaires qui leur permettent, à minima, de compenser 2 tiers, on va dire, de leur revenu. Donc, nous, ça évite d'avoir des promesses un peu court terme, inatteignables, entre guillemets. Au contraire, on a vraiment une approche moyen-long terme d'accompagnement sur du long terme pour leur permettre de faire des acquisitions.
et on va être plus focus sur du coup l'enchaînement des projets. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le fait, moi, d'être à, on va dire, allez, 40 lots aujourd'hui encore en cours de location, je capitalise, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais je capitalise, je crois, à peu près 20 000 euros Comme par un mois. cochon. Ouais. Mais oui, en fait. Et mes biens qui prennent, peut-être si les secteurs prennent 5% par an, qui est pas énorme, plus-value. Et en fait, à la fin, aujourd'hui, je crois qu'on a levé à peu près 5 millions sur locatif et marchand cumulé, mais en locatif, on doit être à 3 millions. 3 millions et demi. Du coup, ça permet vraiment d'avoir ce vrai patrimoine et l'effet cumulé finalement de l'investissement IMO. Donc, pas bloqué forcément par rapport à l'augmentation des taux, etc. Au contraire, ça a enlevé certains discours trop cash flow à ce moment-là. Par contre, et là, le gros travail qu'on a fait depuis 3 ans, c'est les financements. Parce que ce qui était très facile en 2019-2021 de se faire financer, aujourd'hui, c'est un peu le nerf de la guerre pour enchaîner les projets. Pour faire 1 ou 2 projets, pas trop de soucis. Ouais. Mais nous, en moyenne, ils vont faire 3-4 projets par an. Donc, du coup, il y a besoin de focus là-dessus. Très cool. Okay. C'est très intéressant, mais ça rejoint un peu, un discours que nous on a toujours eu, c'est qu'au final le cash flow a été presque une anomalie entre guillemets pendant quelques années avec les taux très bas, et qu'au final ce qui compte surtout c'est s'endetter et amortir de la valeur nette tous les mois. En fait, je suis tellement c'est pas que je suis pas d'accord avec ce que tu dis, parce que après tu l'as avec la thématique. Là quand je te parle, c'est en location nue. En gros, pour moi, tout dépend de effectivement du projet de la personne que tu as en face. Exact. C'est-à-dire que si cette personne est au bord de l'implosion et qu'elle doit quitter son job, même stratégie. Les stratégies. Pas LCD, forcément. Exactement. Par contre, si cette personne te dit non, mais par contre, je suis au bord de l'explosion et je veux absolument rien foutre, là, tu lui dis crève. En fait, reste dans ce que tu fais et crève. Tu vois, cette vision long terme, moi qui suis dans l'arbitrage de patrimoine à fond, c'est quand tu commences à vendre tes biens et à encaisser des 70, 100 000, 150 000, 200 000 euros. C'est plus la même chanson. C'est plus la même chanson, c'est de la véritable valeur nette. Tu peux l'utiliser pour faire plein de choses. Investir dans d'autres classes d'actifs, pour faire du marchand de biens, pour le remettre en apport dans d'autres biens. Et justement, comme tu disais, Joris, à atteindre cet effet cumulé, cette croissance exponentielle derrière. On va vraiment jouer là-dessus. Et comme disait Yann, on s'adapte à chaque personne et le besoin, l'appétence à vouloir passer du temps sur ses projets en gestion derrière. Et ça qui moi me fait kiffer, c'est que on a aujourd'hui 280 personnes qu'on a accompagnées. Il y a 280 stratégies différentes et dans 3 ans, on les verra différemment aussi. C'est exactement comme ce qu'on a toujours mis en avant, prôné. C'est-à-dire là, les gens vont me dire... après avoir écouté ce podcast, à partir du moment où ils veulent investir avec leurs parents ou leurs enfants, ils vont dire « Ah, alors là, c'est sûr, là, Joris, il a fait une SRL de famille, alors du coup, SRL de famille. » Et en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque cas est extrêmement particulier. Tu confirmes qu'il n'y a toujours pas de recette magique, qui remplace le travail. Exactement. Tu vois, j'ai une SRL de famille, j'ai fait du nom propre, j'ai fait une SCI à l'IS, aujourd'hui une SS aussi pour du locatif et du marchand. Mais en fait, même mes élèves, mais surtout, je leur parle très peu de mes projets, de ce que je fais, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à me copier. Surtout 2019-2021, on avait des financements en claquant les doigts. Aujourd'hui, les règles ont changé. On n'investit pas dans les mêmes secteurs. J'ai peut-être une appétence au risque plus forte que d'autres aussi. Et donc, c'est exactement ça. Chacun doit vraiment connaître les règles. La SRL de famille, on a le droit de l'utiliser dans ça et ça. Quel avantage, inconvénient. Et puis après, ils déploient par rapport à ce qu'ils veulent faire. Au-delà de l'appétence au risque, je crois qu'il y a aussi une appétence à la gestion. Tu vois, on en a parlé avec Tony, je crois, la semaine dernière, mais au téléphone, en disant que tu as des gens qui sont mieux faits, mieux câblés pour emmagasiner de la pression. Et attention, je ne dis pas qu'on y arrive très bien. Moi, hier ou dimanche, j'ai envoyé un SMS à Tony. Je lui dis franchement, c'était un appel à un hôtel. Je lui dis franchement, il faut que tu m'aides parce que j'en avais tellement que je me noyais en fait. Et pas dans un verre d'eau, je me noyais parce que j'en avais trop. Donc, mais on a cette... je pense qu'on a cette particularité à se recadrer vite et à dire, ok, là en fait on va y aller step by step, jour par jour,
à chaque jour suffit sa peine, parce que si tu regardes ton agenda sur la semaine, en fait, tu dégueules. T'as pas commencé, t'es dimanche soir, que tu veux déjà être dimanche prochain. Donc, mais on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de l'emmagasiner, ou alors je sais pas si c'est une histoire de l'emmagasiner, mais en tout cas de prendre du recul, tu sais, un peu comme ça crache en bourse. Qu'est-ce que je fais? Alerte générale, oui, dézoom en fait. Premièrement, ta roulette de souris, mais là en arrière, tu vas avoir dézoom. Et exactement de la même manière. Et ça, on le voit sur les coachings GI Pro, sur tout ce qu'on a pu faire, sur les gérer investir et tout, on le voit très très vite. Tu vois, quand une personne sature au vu de la multitude de choses qu'il y a à faire ou pas. Et ça, je trouve que c'est un très bon... pas un curseur, mais un très bon truc qu'il faut, en tant que coach, vite déceler pour voir si on peut les amener ou pas, tout simplement sur ce type d'investissement. Parce que tu as des gens de l'investissement immobilier, je suis désolé de le dire, mais il faut surtout pas qu'ils en fassent, en fait. Il ne faudra jamais qu'ils en fassent, parce que le moindre bouchage de chiottes sera une catastrophe atomique. Donc il vaut mieux investir en bourse. C'est ça. Et c'est pour ça que nous, sur le bilan stratégique, tu vois, on fait une analyse du profil psychologique, en fait, pour savoir où est-ce qu'on peut amener la personne, et le fait, comme je disais tout à l'heure, des fois de monter crescendo petit à petit, parce que c'est aussi un profil initial. Et l'idée, c'est que petit à petit, ils prennent confiance sur un premier T2, un premier immeuble, etc. Mais comme tu dis, il y a des personnes face à la pression qui vont pas réagir pareil. Mais c'est comme tout. Et même nous, tu vois, je pense que même tous les trois, qu'on a démarré nos projets IMO et maintenant, on n'a pas du tout la même réaction, parce que des expertises, expériences qu'on a apprises, on s'est relativisé aussi par rapport à ça. Alors, tu vois, ça c'est... Vas-y, Tony. Non, j'allais juste ajouter une chose. Tu parlais des choses en commun. Moi, je le sais pour Yann et pour moi. Et puis, je le vois, Joris, à la façon dont tu parles. Et tu en as parlé tout à l'heure, c'est la capacité de se décider vite. Je pense qu'avec Yann, on est convaincu que c'est une compétence clé de l'entrepreneur, de l'investisseur. Parfois, ça fait faire des conneries, ça peut arriver. Mais le rapport bénéfice-risque, il est plus... En fait, c'est juste qu'on arrive à le mesurer rapidement. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois des coachés qui n'arrivent pas à prendre des décisions, des choses comme ça? Ouais, c'est pour ça qu'on a vraiment... Tu vois, par exemple, nous, on a juste un fichier, il y a 5 lignes à remplir. Et en gros, c'est vert, tu peux y aller, c'est rouge, tu n'y vas pas. Et par exemple, je leur dis que si les chiffres sont pas à peu près corrects, ne passe pas de temps à appeler l'agent IMO, à demander les DPE, etc. Tu vois. Et on essaie de les faire... de rationaliser un petit peu ça, qui est beaucoup souvent de l'émotionnel, qui est mis, mais il y a ci, il y a ça, ci, il y a ça. Oui, les sites, on aura toujours. Et donc, c'est notre rôle de coach, finalement. Tu vois, nous aussi, par exemple, je choisis les coachs attribués aux élèves en fonction du profil psychologique de l'élève et du coach en face. On a des coachs qui vont être plus un peu directs et fonceurs, etc. On a d'autres coachs, ça va être plus la maman qui va cocooner, etc., qui va rassurer. Et après, sur ce côté-là, de prendre des décisions, la décision sera plus facile à prendre sur un projet à 40 000 € que sur un projet à 200 000. Donc, c'est aussi pour ça qu'on les amène des fois à monter crescendo, alors qu'ils pourraient faire un projet à 500 000, tu vois, en termes de financement. Mais on sait qu'en termes de psychologie, ils ne pourraient pas y aller. Et c'est notre rôle, en fait, chaque projet où, tu vois, on voit que les chiffres sont bons et qu'ils n'ont pas fait d'offre d'achat dans l'heure. Pourquoi? Et en fait, le fait d'écrire pourquoi ils l'ont pas fait, mais si. Mais en fait, on vient casser un peu ces objections, finalement, c'est un peu ça, dire, ok. Et on vient faire ce travail avec eux en individuel. Ok, ce bien-là, il y avait tous les chiffres qui étaient ok. Pourquoi tu n'as pas fait d'offre d'achat? Et le fait de le réfléchir, l'écrire, après derrière, ils se disent, non, en fait, tu avais raison. C'est stupide. Voilà. Mais c'est bête, c'est juste le processus par lequel ils doivent passer et se rendre compte petit à petit que, oui, ils sont bons. Ils prennent de l'expérience dans ce qu'ils font, que les analyses étaient bonnes, etc. Et certains mettront peut-être un peu plus de temps à trouver, à passer à l'action sur le premier projet, mais c'est pas grave. Le but, c'est qu'ils avancent. Et tu sais, ça me fait sourire ce que tu dis, parce que à l'époque où j'avais la formation qui était uniquement sur la division foncière, on avait un fichier Excel, et c'était un peu comme toi, quoi. La case à la fin, elle s'allumait en vert ou en rouge, et tu avais ta réponse. Et de temps en temps, je recroisais des gens qui l'avaient pris, puis sur des séminaires, ils me disaient, attends, je veux te montrer un projet. Puis ils me dépliaient le fichier Excel, ils l'avaient pimpé dans tous les sens, tu aurais dit un tableau de bord d'Airbus, ça te calculait des prorata, des prix au mètre carré.
Et en fait, plus le tableur Excel s'était agrandi, c'était inversement proportionnel à leur passage à l'action. Tu vois. Bien sûr. Mais cela dit, c'est humain. Mais c'est humain. Et à côté, j'en avais d'autres, ils avaient juste pris le livre, tu vois, le livre à 20 balles. Ils m'avaient dit, oh, je l'ai tout annoté, j'ai fait 2 lotissements déjà, avec un bouquin, tu vois. Ouais. C'est rigolo parfois. Et tu vois, pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, nous, on gère de plus en plus de trucs. Et donc, notre jauge de gestion d'emmerde augmente. Alors, avec l'expérience, etc. À côté de ça, on s'est rendu compte que notre jauge comment on pourrait dire ça, Tony? Pas d'impatience, loin de là. Quoique si, je pense que la jauge d'impatience diminue aussi. Mais on ne supporte plus les contraintes. En tout cas, de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes que j'aurais pu accepter il y a 3 ans en arrière, parce que j'avais encore... en fonction de ce que ça gagne aussi. Alors, moi, non. Moi, c'est surtout que plus le temps passe et plus les contraintes salariales, je les oublie. Et du coup, je ne me rappelle plus de la multitude de contraintes. Tu vois, mon passage en gestion de patch chez Alliance, et c'est pas une blague, pour aller pisser, il fallait envoyer un mail, en fait, parce que tu sortais de l'open space et il fallait dire où t'étais. Là, aujourd'hui, tu me mets la moitié du quart, du dixième de ça, je t'emplâtre, en fait. Tu vois, non, mais c'est vrai. Et j'ai l'impression que plus la liberté s'agrandit, et plus la dose de contraintes que tu es prêt à accepter diminue aussi, quoi. C'est pour ça que ça fait du bien de temps en temps d'exercer sa gratitude et de se rappeler comme c'était avant. Complètement, si on s'en souvient. Mais c'est le but aussi de faire tout ça, c'est que le fait d'avoir petit à petit ces assises financières derrière, ça te permet en fait de ce que disait Tony finalement, de quelle est la valeur de ton temps à gérer ces emmerdes-là, ces contraintes. Et des fois il y a des trucs où tu disais pour 100 balles je vais aller faire la démarche, et en fait, au bout d'un moment, c'est qu'on va dire, tu vois, mais plus tu as de l'argent, plus tu dis, en fait, je lâche le truc, c'est de l'ego, pire. Je lâche et je focus mon temps sur, plutôt que d'économiser 100, de gagner 300. Exactement. Et pour moi, tout ce qu'on fait, même l'IMO, tu vois, c'est de l'entrepreneuriat finalement. Et c'est ce qu'on essaie d'inculquer à chaque fois, dire, OK, te focus pas vraiment sur ce que tu vas dépenser, mais regarde un petit peu sur une vision moyen terme, donc ça va être 3 mois, 6 mois, ce que tu vas en retirer. Et petit à petit, en fait, c'est là où tu vas avancer beaucoup plus vite sur les nouveaux projets. C'est sûr, j'allais juste dire, Yannou, c'est sûr que ce qui est difficile, c'est que quand tu as un bien qui est en cash flow à peu près 0, et comme tu dis, tu as une vision moyen terme, à 5 ans, tu sais que tu vas faire jouer ta clause de modulation de crédit, ou qu'en fait, tu avais une maxi plus-value latente, tu as prévu de vendre à 5 ans, tu vas l'encaisser. Tu prends le loyer de ta poche droite, tu le mets dans ta poche gauche pour rembourser ton crédit, puis au final, tu vois plein de fric qui passent devant ton nez sur tes comptes, mais tu n'es pas plus riche à l'instant T. Et si à un moment, tu n'arrives pas à inculquer ça aussi, qu'il y a une notion de plaisir différé et que tout ne se construit pas dans l'instant, quoi. Et quand tu veux planter un champ de maïs, il te faut peut-être 3 ans avant que la première sortie, elle pousse. Et par contre, quand tu as compris ça, finalement, tu te rends compte que des fois, oui, il faut sortir 5 000 € de plus que prévu sur le projet maintenant. Et ça te contraint et c'est difficile, mais c'est pour gagner 50, 70, 100 000 € dans 5 ans. Et c'est dur parfois, au début. Joris, ta partie donc liberté que tu as maintenant, aussi bien géographique que temporelle et tout, a priori, tu te gaves, en tout cas, tu es fan de voyage, d'après ce qu'on a cru comprendre. Tu peux nous en toucher quelques mots? Ouais, c'est aussi pour ça que j'ai fait de l'IMO à la base. Comme je disais, je revenais du Brésil avec une super expérience, tout était payé par la boîte. Et là, tu te retrouves à revenir dans un rez-de-chaussée à Montparnasse en décembre où il n'y a pas de lumière, tu vois. Et tu dis, en fait, ouais, c'était cool cette expérience, mais elle était juste liée au fait que mon boulot m'ait envoyé là-bas. Et c'était pas une décision perso une façon perso. Donc, je me suis vraiment focus en me disant, un jour, j'aurais, entre guillemets, c'est tout court, on l'entend, mais plus besoin de demander finalement pour pouvoir faire ça. Et en fait, moi, je suis aussi fan de voyage, mais quand je pars en voyage, je pars au moins 4-5 semaines dans le pays. Le truc de 1 semaine ou 10 jours, 2 semaines, t'as pas le temps, tu le fais en rush, etc. T'es arrivé, t'es reparti. T'es arrivé, t'es reparti. Et au contraire, je préfère arriver sur place. Comme j'ai vécu dans des pays, du coup, sur mes premiers gros voyages, là, tu dis, j'arrive, je me pose presque, tu sais, je regarde comment les gens ils font, c'est hyper inspirant. Et donc, je voyageais quand je suis rentré du Brésil, je suis parti
5 semaines en Australie, je suis parti 5 semaines au Kirghizistan à cheval, je suis parti en Afrique du Sud, mais à chaque fois sur entre au moins 3 à 5 semaines. Mais sauf que quand tu n'as que 5 semaines de congés payés, quand tu es salarié, ça a augmenté ce déclic-là. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet de... Alors pareil, je disais tout à l'heure, les focus des 2-3 ans, sur les 2 premières années de la boîte d'accompagnement de Meraxia, je suis très peu parti parce que tout le temps que j'avais sorti du salariat, je le mettais dans ce développement-là. Et c'est pour ça que l'objectif, c'était pas de juste grandir, mais c'était surtout de structurer, de monter des équipes qui font que même si je suis pas là, parce qu'après c'est aussi le contrepartie d'entrepreneuriat ou de l'immobilier, c'est que si je bosse à 100% là-dessus, finalement je me suis recréé un nouveau salariat, mais de l'autre côté. Donc j'avais vraiment cette vision en me disant tout ce que je construis petit à petit, je structure pour que à 2-3 ans, donc là on est sur la 3e année, je puisse partir 2 semaines, entre guillemets, 3 semaines, 1 mois, sans avoir besoin de moi. Et donc c'est ce qui s'est passé cet été où j'étais en Mongolie puis en Albanie pendant 1 mois à peu près, sans ordi. En Mongolie on n'a quasiment pas de connexion internet, etc. Et pourtant on a tous les élèves qui ont bien été accompagnés, on a eu de nouveaux clients, etc. Donc c'est voyage, pouvoir vraiment profiter sur place, mais surtout de pas être obligé à chaque fois d'être sur l'ordi et de bosser sur la boîte, sur l'IMO, parce que sinon il n'y a pas trop de Moi, ce step, il est lunaire. Ce step-là, voyager 1 mois et tout, aucun problème, 5 semaines en Albanie, en ce que tu veux. Par contre, moi, c'est lunaire. Là, ne pas avoir... parce que moi, quoi qu'il se passe, tous les jours, il faut que je me connecte. Tous les jours. Alors, du coup, j'ai un exercice à te faire. Tu vas prendre l'application qui s'appelle Toggl, T-O-G-L. Je pense que tu connais, c'est tout simple. C'est juste que c'est un minuteur, un chronomètre, entre guillemets. À chaque fois que tu fais une action, tu vas mettre ce que c'est dedans. Ça va être répondre aux locataires, ça va être ça. Tu peux mettre aussi des tags. Est-ce que c'est un tag IMO? Est-ce que c'est un tag marchand? Peu importe, ça permet de classifier. Et au bout d'1 mois, tu fais ça à chaque fois que tu travailles sur un projet, sur un sujet ou que tu as des demandes à répondre, on note ça. Donc moi, je le fais et toute l'équipe le fait dans la boîte. Et l'idée, c'est qu'au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est un peu le 80-20. Ok, finalement, dans tout ça, qu'est-ce qui me prend le plus de temps et où est-ce que j'ai le moins de valeur? Et petit à petit, en fait, c'est ce qui m'a permis de dire, ok, ça me prend du temps, mais j'ai pas de valeur ou j'ai pas envie de le faire. Il y a aussi les 2 côtés. Et donc, commencer soit, déjà processer, ça c'est la première étape obligatoire, et soit après automatiser sur certaines petites choses admin, comme tu l'as fait avec Alimo, par exemple, qui t'a fait gagner du temps finalement, ou de le déléguer. Et souvent, on en reparlait tout à l'heure sur le côté de me battre pour 100 euros. La délégation, c'est pareil. C'est mais pendant peut-être 3 mois, 6 mois, j'ai un invest qui va me coûter de l'argent. Par contre, sur cette vision un peu plus long terme, tout le temps que je vais récupérer à, entre guillemets, 20 euros de l'heure parce que ça me faisait pas gagner beaucoup d'argent, je vais pouvoir l'exploiter pour d'autres choses derrière. Toggl, ouais. T-O-G-L. Il y en a d'autres qui existent. C'est un truc tout simple. Tu appuies sur le bouton, t'as le chrono qui se lance, mais en fait, le principe de l'exercice, c'est vraiment de se dire où est-ce que je passe du temps. Ok, tous les jours, je dois répondre, etc. Il y en a certains, c'est juste les envoyer chier. tu réponds pas et comme ça, peut-être que ça va te faire perdre 50, 100 euros. Mais d'autres, c'est de dire, ok, il faut que je travaille dessus. Mais vas-y, l'impact, il va pas être court terme, mais moyen long terme, c'est un vrai impact. Ouais, tu vois, moi, c'est sûr que sur l'IMO classique, moi, c'est tout délégué, donc ça me prend vraiment très peu de temps, on va dire. Le marchand de biens, il faut quand même que je passe du temps pour visiter. Et après, le reste, c'est des business qui sont très reliés au personal branding, tu vois. On est trop dans l'ego, Yannou. Il faut qu'on crée un business qui n'a pas besoin de nous pour tourner. Moi, Toggl, les gars, la chose que je vois arriver, c'est que je vous dise, j'ai fait 1 mois Toggl. Donc, Alpha Imo, la page Instagram, elle n'existe plus. Les podcasts, on les fait, mais par contre, il n'y aura plus d'Insta de DGI ni quoi que ce soit. On ne s'occupera plus de rien. Plus de mastermind. Et puis, voilà. Il y a Amazon qui me prend beaucoup de temps. Le deuxième exercice, du coup, à relier à ça, c'est la vision à 1 an, 3 ans et les différents projets, surtout quand tu es diversifié, IMO, marchand de biens et business. Et en fait, c'est aussi de se dire, pareil, tu parlais du mastermind, tu parlais de l'IMO, c'est de dire où est-ce que je prends le plus de plaisir,
où est-ce que ça me rapporte le plus aussi. Et moi, je vois beaucoup de potes, marchands de biens, etc., qui font des gros projets en marchand et puis après, ils lancent un accompagnement. C'est cool. Mais sur les 2-3 premières années d'accompagnement, ton temps, il est énorme. Puisque c'est toi qui vas coacher, etc. Et le revenu net que tu as là-dessus, par rapport à où tu fais une OP de marchand, où tu fais 5 000 en 6 mois, on va dire. Et c'est là où, du coup, il faut vraiment que ça soit quelque chose qui plaise et que tu as envie de monter, etc. Mais par contre, peut-être le structurer après derrière pour revenir à un moment donné là, sur tu prêches un convaincu. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, on l'a regardé avec Ben, mais en moyenne, une OP de marchand, le ticket moyen, c'est 70 000 par OP. On a la campagne, mais c'est 50 heures. Et en fait, quand tu te dis que tu prends 70 000 euros pour 50 heures, en fait, après, tu fais plus rien. Et tu fais pas de podcast. C'est que tu trouves aussi autre chose dans Bien sûr, c'est le côté envie, volonté, passion. Tout à fait. En fait. Les masterminds, tu vois, ça nous fait grave kiffer. Mais par contre, si tu remets à l'heure, mon pauvre. Mais non. Mais tu crèves. On est pareil. Tu vois, sur la boîte d'accompagnement, les gens me disent, maintenant tu fais du coaching, tu gagnes de l'argent et tout. Mais je dis, moi je suis très transparent, cette année on va faire à peu près 200 000 euros de marge sur la boîte d'accompagnement. En ce moment, je suis en train d'acheter 3 immeubles, je fais 450 000 de marge. Eh ben oui. En un mois. Et donc du coup, tu vois, le ratio. Mais par contre, c'est quelque chose qui, comme tu disais Yann, qui passionne, que tu as envie de transmettre et qui vient combler autre chose et puis même qui va amener des opportunités puisque tu formes des gens qui vont peut-être amener des opportunités sur des contacts, etc. Mais il faut savoir pourquoi on le fait et prioriser ça aussi. Ouais. C'est trop bien, trop bien ce podcast, Joris. Merci Joris. Merci d'avoir répondu à l'appel de la story d'Hello. Ça valait vraiment le coup. Trop bien, gros parcours, bravo à toi. Non, top. Il y a absolument rien à dire. C'est impressionnant. Et top. Ouais, et puis ça a vraiment bien scalé, c'est trop cool. Merci de ton partage. Merci pour le tips de l'application. Je suis sûr qu'il y en a plein qui l'ont noté. Et on va faire un défi Toggle. Dans un mois. Dans un mois, on dira où on en est. Nous, on vous dit absolument la même chose qu'absolument tout le temps. C'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut à tous. Yeah. Ciao.